c'est en train. Bonjour à tous. Eh bien, bonjour à tous. Je vous remercie de votre présence et de votre participation pour ce webinaire sur l'offre de robots et les machines d'intelligence d'excellence. Je suis Vincent Biancal, je suis directeur logiciel industrie du futur chez Minalogic et j'ai le plaisir et l'honneur de co-animer ce webinaire avec Catherine Simon, qui est conseillère numérique industrielle, électronique, robotique, machine intelligente au secrétariat général pour l'investissement, qu'on appelle SGPI, et également Benita Janotto, qui est chef de projet industrie du futur à la direction générale des entreprises, que l'on nomme DGE. Alors, au programme, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Au programme, Catherine Simon va nous parler de la stratégie robotique France 2030, des critères généraux de la stratégie et sélection des projets, du bilan à 1 an des 5 dispositifs engagés pour la robotique française et du bilan à 1 an de l'appel à projet robots et machines intelligentes d'excellence. Benita Janotto, elle, va rentrer un petit peu plus en détail, même beaucoup plus en détail, dans l'appel à projet offre de robots et machines intelligentes d'excellence. On verra l'objectif de l'appel à projet, la nature des projets attendus, les dépenses éligibles, les critères d'éligibilité, les modalités de financement et les critères et processus de sélection. En ce qui me concerne, moi, je vous ferai une présentation de l'accompagnement proposé par Minalogic pour bien préparer votre démarche de dépôt de projet. On fera une session de questions-réponses en fonction de l'avancée. Si Catherine Simon et Benita Janotto mettent un peu plus de temps que ce qu'il est prévu, eh bien, on fera la session questions-réponses juste après elle. Et puis ensuite, moi, je finirai par la présentation d'une logique et l'accompagnement en m'adaptant au temps qui reste. Donc, Catherine, eh bien, je vous laisse commencer. Vous me dites quand est-ce que je dois changer les slides. Donc, c'est à vous. Pas de souci. Alors, je vois que Bettina est arrivée, merci. Donc, pour commencer, présenter la façon dont est organisé le SGPI. Donc, on est organisé en différents pôles thématiques et on est un service du Premier ministre quand il y en a un, mais on reste un service public, hein, donc on a une continuité de service. Je voulais déjà rassurer sur ce sujet. Les décisions qui ont été prises ne sont pas remises en cause. Les décisions qui étaient à finaliser d'un point de vue administratif ont toutes été finalisées avant la motion de censure et on gère les affaires courantes. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est lancer de nouveaux appels pendant la période de carence de Premier ministre, mais qui, on nous l'a promis, ne durait pas très longtemps. Et moi j'en suis au 3e Premier ministre et ça fait presque 2 ans maintenant que je suis au SGPI et je ne me suis jamais arrêtée de travailler. Donc, je pense que je peux déjà rassurer là-dessus. On peut changer de slide. Donc, la robotique, la stratégie robotique fait partie du pôle souveraineté numérique qui comprend toutes les stratégies cloud, IA, électronique, 5G et bien sûr robotique. J'en ai oublié, mais qui prend toutes les technologies numériques, que ce soit logiciel ou hardware. Donc, on se coordonne avec nos collègues sans souci. La façon dont c'est fait, c'est qu'au départ, une fois par mois, en fait, on réunit ce qu'on appelle le CPMO, là, vous voyez le petit sigle, qui est le comité de pilotage ministériel opérationnel, qui en gros est un comité interministériel. On a 11 ministères représentés au SGPI et on prend des décisions. Alors, on prend des décisions de quelles sont les ambitions, les axes clés d'une stratégie. Après, on décline ça sous forme soit d'appel à projet, soit d'appel à manifestation d'intérêt. Donc, la différence, c'est qu'un appel à manifestation d'intérêt, c'est plutôt on interroge les écosystèmes sur un sujet et on essaye de voir quelles sont les entreprises de l'écosystème français qui sont intéressés par le sujet et quels sont leurs projets, de manière à pouvoir affiner derrière
nos appels à projets qui, eux, ont un budget associé et qui font l'objet de décisions de financement. Toutes ces décisions sont prises par ce comité interministériel et après on choisit, on écrit ou fait écrire un cahier des charges, on le valide et puis on détermine un opérateur. Donc le SGPI a 4 opérateurs différents. BPI France, qui est celui probablement que vous connaissez le mieux, l'Agence nationale de recherche, qui s'adresse plutôt sur des projets au TRL bas, et puis l'ADEME, plutôt sur les sujets de transition énergétique et écologique, et la Caisse des dépôts et consignations, plutôt sur des projets qui ont des tendances à s'exprimer sur les territoires. Une fois que notre appel à projet est lancé, il est lancé par les opérateurs sur leur plateforme. Les opérateurs récupèrent vos projets, nous font une synthèse au SGPI, on la traite et on demande aux différents ministères est-ce que vous avez là-dedans des projets qui vous intéressent plus particulièrement. On décide sur recommandation de notre opérateur qui examine les projets en détail quel projet passe les différentes étapes. Et les différentes étapes, je pense que j'en parle après, donc je ne vais peut-être pas les détailler tout de suite et je répondrai plus tard. Mais les différentes étapes, c'est ça, c'est passage en audition, passage en dossier complet, instruction approfondie et puis, in fine, décision de financement. Et une fois que toutes ces étapes sont passées, elles sont passées avec des experts indépendants, je tiens à le dire. Moi, on est aussi garant, grâce à ces experts indépendants, de notre neutralité et bienveillante neutralité vis-à-vis des projets. Il n'y a pas de passe-droit. Ça, moi, je peux le confirmer. Il n'y a pas de passe-droit. Et on valide ou pas selon les recommandations de notre opérateur, mais on n'est pas obligé de les suivre, le financement. Et puis après, hop, ça repasse à l'opérateur qui signe le contrat. Et ce process dure environ 6 mois. Donc pour certains, c'est très lent, mais pour nous, c'est quand même beaucoup de travail. Il faut savoir qu'on reçoit malgré tout beaucoup de projets. C'est le slide d'après. Juste pour rappeler qu'on est un service du Premier ministre avec des pôles thématiques, des ministères et des opérateurs. Voilà, et chacun a son rôle, mais c'est bien le SGPI qui décide et le Premier ministre, in fine, qui signe directement pour tous les projets qui sont supérieurs à 15 millions d'euros. Les projets qui sont inférieurs à 15 millions d'euros d'aide sont traités directement par délégation de signature par le secrétaire général Bruno Bonnel ou son adjointe Géraldine Levaux. Voilà, ça c'est bon pour ce slide-là. Alors, la stratégie robotique, elle s'exprime dans le cadre d'un des leviers, le programme France 2030. C'est le programme COPER, le SGPI, dont le SGPI est garant. Et ce programme France 2030, il a 10 objectifs et 7 leviers. La stratégie robotique, elle est au sein du levier 2, dont chaque levier a son propre objectif, outre de contribuer aux objectifs globaux de France 2030. Et notre levier, c'est de sécuriser l'accès et d'assurer l'approvisionnement en composants essentiels pour notre industrie, en électronique comme en robotique. C'est un levier hardware, le levier hardware du pôle SGPI dédié à la souveraineté numérique. Et nous avons lancé la stratégie il y a 1 an et demi maintenant, et ça a donné lieu à 5 dispositifs. Donc 2 PEPR, le premier, en fait très exactement 6 dispositifs, parce qu'il y en avait un qui était avant qu'on détermine la stratégie, c'était l'AMI Solutions, offreur de solutions industrie du futur, qui avait été lancé sous la gouverne de la DGE en coopération avec l'Alliance Industrie du Futur et qui a été intégré à la stratégie post-lancement. Donc, 2 PEPR, ce sont des programmes d'équipement prioritaires de recherche. Il y en a un très exploratoire, donc TRL 1 à 3, les PEPR, 1 à 3, 1 à 4. Donc, le premier, robotique organique, qui s'intéresse aux impacts de la robotique et à la transformation
que la robotique peut apporter à nos sociétés. C'est très exploratoire et ça comprend la robotique souple. Donc, si vous avez des projets en robotique souple, d'aller un petit peu regarder ce PEPR, qui pour l'instant, les programmes sont fixés, il est en cours d'instruction. Pour autant, des laboratoires travaillent sur les sujets, donc c'est bien de se mailler avec ces laboratoires en connaissant les sujets. Le PEPR Recherche Amont, c'est accélération de la recherche amont, c'est préparer des briques pour les amener à peu près en prématuration, en TRL4, des briques essentielles pour la robotique. Donc, ça soit de l'actuation, des motoréducteurs, bien sûr des logiciels. Les briques sont aussi logicielles, là pour le coup. Donc, des large action models, des modèles hybrides qui intègrent des modèles physiques aux modèles de langage, ce genre de choses, les large vision models par exemple. Tout ça fait partie de ce PEPR Recherche Amont. Il est en cours d'instruction, il n'est pas complètement figé, donc, et c'est un monsieur qui s'appelle Philippe Swear, qui est au CNRS, qui s'occupe de réunir les différentes thématiques en programme et projet. Après, compétences et métiers d'avenir, qui a fermé le 1er décembre pour des raisons techniques, mais qui est un programme transverse géré directement par le pôle connaissance, mais sous notre houlette. Donc, quand vous cochez la case robotique, ça me revient pour que je donne mon avis. Les compétences et métiers d'avenir, c'est pour tout ce qui est attractivité, éducation, formation, des métiers de l'industrie et des métiers de la robotique. On a mis les deux et c'est sous l'objectif de décarbonation de l'industrie. Donc là, il est fermé à partir depuis le 1er décembre. Il réouvrira au printemps, donc pas de souci là-dessus. Il est fermé pour des raisons techniques. C'est un programme qu'on fait en coopération avec l'Union européenne et on doit fermer les programmes pour pouvoir en faire le bilan et récupérer les contributions financières de l'Europe sur nos programmes français. Voilà. L'AAP Défi Transfert, qui lui est fermé, qui a donné lieu à 15 lauréats et qui avait pour but justement de transférer l'excellence de notre recherche, parce que nous avons une recherche robotique d'excellence, dans des lignes pilotes opérationnelles. Donc, c'était des projets avec consortium obligatoire, intégrant le laboratoire de recherche, les intégrateurs, qui pour nous sont un métier pivot, un métier essentiel à la diffusion des innovations dans les solutions industrielles et de services, d'ailleurs, de robotique, et un industriel qui s'engage dès le départ sur un programme de 5 ans, s'engage dès le départ à intégrer dans une ligne opérationnelle pilote les solutions qui seront générées par ces projets. Donc, il y a 15 projets lauréats. Si vous voulez les connaître, un communiqué de presse a eu lieu qui les détaille et il est sur le site du SGPI. Et enfin, l'appel à projet robots et machines intelligentes d'excellence, qui nous concerne plus particulièrement aujourd'hui, qui a déjà eu, on en est à la 4e relève et il en reste 2. Et puis, voilà, je vais pouvoir vous en parler un petit peu plus en détail de qu'est-ce qu'on cherche grâce à ça. Donc, on peut changer de slide. Vous me dites si je suis trop longue, hein. Donc, les critères généraux dans la sélection des projets du SGPI, in fine, de tout le SGPI, c'est qu'il faut que nous contribuions aux objectifs de France 2030 et plus particulièrement en robotique, on s'intéresse aux filières stratégiques critiques. Donc, il y a 19 comités stratégiques de filières, mais dans les critiques, il y a forcément l'énergie, le bâtiment, tout ce qui est infrastructure, eau, électricité, bien sûr, et j'en passe. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait que de ça, mais qui veut dire qu'on a un intérêt particulier sur ces filières stratégiques critiques. Un potentiel d'excellence, alors je vais essayer de qualifier ça, c'est un impact, être au-delà de l'état de l'art, aller au-delà de l'état de l'art aujourd'hui des solutions,
Et un impact qui peut s'exprimer pas sur pas sur une seule solution, on ne fait pas de la machine spéciale, hein, mais bien une solution qui puisse se déployer sur un ou plusieurs marchés importants et l'impact, si possible, hein, pas que au niveau national, mais aussi au niveau européen, voire international. Une contribution à la transition énergétique et écologique, et ça compte double dans nos critères, et une ambition, hein, bien sûr, une ambition, ça va avec l'excellence quelque part, d'avoir une valeur ajoutée qui vient s'exprimer sur l'écosystème national et sur des marchés en forte croissance ou des marchés consolidés qu'on viendrait euh, secouer avec de la rupture. Là, parce qu'il y a certains marchés où on est peu présent et qui sont aujourd'hui déjà consolidés et qu'il faudrait et qu'on peut venir chercher avec du leadership sur des technologies de rupture. Ça, je l'ai déjà dit, donc hop, on peut le passer assez vite, ce slide-là. Donc, sur les 3 projets, les 3 premières relèves, et puis la 4e, je peux vous en parler, elle est en cours d'instruction, mais sur les 3 premières relèves, on a eu 113 projets qui ont été déposés par 165 structures, donc, et pour une assiette totale d'investissement, hein, donc nous, on aurait pu contribuer à hauteur de, si on contribuait à tous les projets qui ont été déposés, en général, les taux c'est à peu près 50%, le taux de financement. Donc, on avait pour 215, plus que ça, 265 millions d'investissements possibles. Et voilà. Ce qu'on regrette, c'est qu'il y avait peu de projets en consortium, peu de projets qui étaient supérieurs à 4 millions d'euros. Et bon, peut-être parce qu'on est État ou qu'on a ce côté ambition, on a quand même envie de projets d'envergure, hein, et on a quand même eu beaucoup de projets de l'ordre de 1,5, 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, d'assiettes. Et après, c'est bien aussi parce que ça nous a permis de mobiliser tout ce qui était petite entreprise et moyenne entreprise qui n'ont pas toujours une capacité financière très importante pour assumer le reste à charge, et où là, on a baissé au plus bas possible les montants minimum des projets qui devaient nous être présentés pour pouvoir attirer, et c'est fait, les petites et les moyennes entreprises. On aime quand même mieux les projets en consortium parce que ça permet de solidifier les projets, et puis ça leur donne souvent une plus grande envergure, et puis ça entraîne un écosystème de petites et moyennes entreprises ensemble, et souvent avec, mais ce n'est pas obligatoire, la présence d'une grande entreprise qui vient voilà, solidifier le consortium d'une manière générale. Donc, sur la première relève, 22 projets déposés, 6 ont été choisis, ce qui fait 16 organisations lauréates. Et puis, on a eu un taux, comme ça, vous avez les taux de sélectivité, les taux de financement. Le taux de financement était supérieur à 55%. Le taux de sélectivité était de 27%, ce qui est bien mieux que les taux de sélectivité des projets européens, je tiens à le dire, mais ce qui ne nous empêche pas d'être très sélectifs. Sur la deuxième relève, donc très belle relève, 42 projets déposés. Donc, c'était le temps peut-être que les petites et moyennes entreprises apprennent à répondre, hein, à nos appels. C'est pas toujours évident. 57 structures candidates. Et puis, on avait donc un taux de sélectivité de 33%, donc un petit peu plus élevé, un taux de financement de 50%. Et ce que je suis fière de dire, tout en ayant un petit peu de conscience de la fragilité des entreprises qui nous ont répondu sur des projets d'envergure, que 97% des financements sont allés à des PE et des PME. Donc, j'ai vu des boîtes de robotique que je connais depuis longtemps, et des petites boîtes très émergentes et très innovantes, et ça m'a fait un grand plaisir. Après, je note que certaines entreprises sont en difficulté, et vous savez, on ne peut pas accompagner les entreprises en difficulté. En tout cas, ça nous pose des problèmes. Donc, je, je,
j'essaye de conseiller de passer en consortium, ça solidifie les projets et nous, ça nous fera plaisir de voir des petites entreprises et des moyennes entreprises participer à des projets collaboratifs. Et la troisième relève, elle est en cours d'instruction, donc on n'a pas les décisions encore. Elle devrait se prendre probablement en janvier. Voilà. Et la quatrième relève, on n'a reçu que 11 projets. Et donc, on se dit, il était grand temps de faire un webinaire pour attirer de nouveaux projets et puis recueillir aussi vos feedbacks sur qu'est-ce qu'on fait bien, qu'est-ce qu'on fait pas bien. Là, bon, j'ai plein de slides qui vous détaillent les lauréats. Comme je sais qu'ils seront partagés à la fin je ne les détaille pas, mais comme ça, vous avez le détail de quels sont les projets lauréats de l'AAP Robots et Machines Intelligentes d'Excellence. Et puis comme ça, peut-être vous vous reconnaîtrez ou vous connaîtrez des gens qui ont répondu et qui ont été lauréats. Et ça vous permettra de vous positionner potentiellement sur le sujet. Donc, il y a tout. Hein, voilà. Donc, on peut passer tous les slides. Bon, je ne les détaille pas parce que je pense que c'est plus pour vous à regarder après dans le détail quand vous recevrez les fichiers. Alors, maintenant, on a fait un avenant. Hein, après à peu près un an, on a fait un avenant qui s'est exprimé sur la dernière relève, justement la quatrième, oui, celle qui est la précédente, la quatrième qui a eu lieu en octobre. Et on a mieux défini les objectifs, ce qu'on cherche. Donc, on cherche des entreprises de robotique pour des nouvelles filières industrielles. On veut se mettre à construire des robots ou des briques matérielles de la robotique en France et en capacité, bien sûr, de briguer du leadership, donc aller au-delà de l'état de l'art, hein, c'est ça l'excellence, sur des marchés soit en forte croissance, soit des marchés, encore une fois, où on va chercher une rupture, par exemple en robotique industrielle. On veut renforcer, bien sûr, notre autonomie stratégique. Hein, c'est un autre mot pour souveraineté. On est bien clair qu'on est dépendant de matériaux, on est dépendant d'un certain nombre de sujets. C'est l'autonomie stratégique, c'est notre capacité à choisir nos dépendances et quand même à sécuriser nos infrastructures critiques et d'opérer, du coup, parce qu'on en a la maîtrise, notre transition écologique et énergétique. Donc ça, c'est les deux grands objectifs sur lesquels on est plus particulièrement attentif. Après, on peut passer le slide après. On a aussi révisé en les structurant et en les définissant plus précisément les typologies de robotique, pas juste de robots vecteurs, hein, de robotique qui nous intéressent. Et donc, alors on a appelé ça robotique agile. Donc, à la fois, on a refermé sur une certaine typologie de robots en même temps, ou de robotique. En même temps, on a ouvert. Vous n'êtes pas obligé de me faire toute la solution robotique ou tout le robot dans son intégralité. Vous pouvez venir avec des briques essentielles à la robotique, donc que ce soit les capteurs, les motoréducteurs, les actuateurs. Bien sûr, c'est des briques avec une composante matérielle. Sinon, vous relevez d'un autre comité de pilotage ministériel et d'autres stratégies qui traitent le logiciel, donc les stratégies cloud, les clouds, technologies immersives, IA, bien sûr, qui est en forte convergence avec la robotique, avec un renouveau de hype, si je peux dire, et pas que de hype, avec l'intelligence artificielle générative. Donc, on va chercher une robotique agile et j'ai mis la définition. Hein, c'est une robotique qui est facile à reprogrammer, facile, ou multipurpose, ou facile à reprogrammer, voire à reconfigurer. Donc, de la robotique modulaire. C'est une demande de nos PME qui font beaucoup de multiples petites séries, in fine, que d'avoir des outils flexibles et adaptables, sachant qu'ils n'ont pas toujours les compétences en interne pour le faire. Donc, il faut travailler aussi sur les interfaces homme-machine et robot-to-robot. Voilà. La deuxième catégorie alors on sort un peu de la robotique, on rentre dans les équipements intelligents, hein, qui nous intéresse particulièrement, c'est la fabrication additive, parce qu'elle a une capacité de rupture de la chaîne de valeur complète de la fabrication additive, du design, hein, le design génératif, ou pas d'ailleurs, mais du design, de la conception des pièces, aux matériaux,
au process de production. Donc, c'est vraiment pour nous une technologie qui peut amener de la rupture, qui peut amener des progrès dans la transition énergétique et écologique et qui nous intéresse particulièrement parce qu'on a un certain nombre de forces sur le sujet et qu'on pense qu'on peut les faire valoir en France et à l'international. Et enfin, la robotique mobile en milieu ouvert, donc plus ou moins appelée drone, ça dépend des gens, donc, pour qu'ils se reconnaissent, des drones. Et pour ceux qui sont plutôt dans le côté robotique mobile, voilà, en milieu ouvert, qui soit humain ou non humain, avec malgré tout toujours l'idée de sécuriser nos infrastructures critiques, des problématiques de sécurité intérieure et de réponse aux crises. Hein, vous les voyez venir. Hein, donc, les drones sont vraiment des outils extraordinaires de réponse aux crises, quelles qu'elles soient. Voilà, on peut passer au sujet suivant. Et on a 2 axes transverses qui nous intéressent plus particulièrement et qu'on regarde fortement. Alors, ça fait partie de nos critères stratégiques. Ce n'est pas les critères de BPI, hein, les critères de BPI France, qui est l'opérateur. Ce sont des critères d'excellence, etc., ceux que j'ai donnés avant. Nos critères stratégiques, c'est plutôt sur la typologie et sur les objectifs, et puis sur ces axes transverses. Donc, on cherche malgré tout des projets qui font la part belle à la convergence entre l'IA et l'IA générative potentiellement en particulier et la robotique. C'est un sujet qui intéresse beaucoup, beaucoup l'Europe. Moi, je passe beaucoup de temps en ce moment à discuter avec les différentes structures européennes de ça. Il va y avoir des programmes qui vont être dans le cadre d'Horizon Europe ou Digital Europe, mais plus probablement Horizon Europe, qui vont sortir sur cette thématique de AI Powered Robotics, hein, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Des documents sont en train d'être écrits pour informer la Commission européenne, qui en général prend ces documents, copie-colle et nous en fait des jolis programmes qui sont financés. Donc on regarde à pouvoir cofinancer ou aider, en tout cas accompagner des entreprises qui voudraient répondre à des projets européens dans cette convergence IA et robotique et les accompagner à ce que, soit par du cofinancement français Europe, soit par un accompagnement moins financier, mais plus de comment répondre, quels sont les appels qui peuvent vous intéresser, etc. Et le deuxième axe qui est pour moi quelque chose que la robotique et presque seule la robotique peut apporter, dans son acception large, hein, d'accord, c'est un renforcement de l'axe circularité. Pour moi, la robotique, elle saura et elle sait déjà faire du tri, faire du pick and place. Elle peut être assez extraordinaire dans la transformation de nouveaux matériaux avec la fabrication additive ou avec la robotique. Et elle une économie circulaire, hein, ou en tout cas la circularité aidée par la robotique est un gros sujet qui permettrait en plus d'être un petit peu plus pérenne peut-être pérenne que des grands projets qui veulent s'exprimer à l'international et qui donnent une dynamique économique dans les territoires qui est aussi importante pour nous. Voilà. Et après, je pense qu'on rentre sur dans les c'est sujets de Bettina. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Catherine, pour cette présentation et bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, de mon côté, je vais présenter les aspects plus opérationnels de cet appel à projet. Donc, on accepte des projets depuis qu'on a fait l'avenant qui vont des TRL 4 à 9. Avant, pour les 3 premières relèves, on allait de 6 à 9, mais pour donner plus d'opportunités à plus d'entreprises, on a élargi. Évidemment, on ne demande pas que le projet puisse permettre un saut de 4 à 9. On sait que c'est quand même compliqué dans les délais imposés. Donc, ce qu'on demande, c'est de passer de 2 à 3 niveaux supérieurs de TRL. Donc, par exemple, de 4 à 7 ou alors toujours de 6 à 9, mais ça peut aussi être 5 à 8. Enfin, peu importe la combinaison, tant qu'on peut sauter 2 à 3 niveaux TRL entre 4 et 9.
Et donc, comme Catherine vous l'a présenté, on s'adresse quand même principalement à 3 axes, robotique agile, fabrication additive et robotique mobile en milieu ouvert. Mais voilà, ça couvre un champ assez large. En revanche, ce qu'on exclut, c'est la robotique médicale, les équipements agricoles, la robotique spatiale et la robotique militaire. Puisqu'ils ils font ou ont déjà fait l'objet de dispositifs vraiment spécifiques à eux. Donc, on préfère concentrer le financement disponible sur voilà, des projets qui n'ont pas fait l'objet de financement spécifique. En revanche, comme disait Catherine, on n'est pas obligé de soumettre un projet qui comprend l'ensemble du robot. On peut aussi avoir des projets qui portent sur les composants internes au vecteur ou bien les briques matérielles essentielles à leur intégration dans des systèmes. Donc, on peut parler de moteurs, motoréducteurs, capteurs, actuateurs. Et on précise également bien, mais c'est peut-être sur la slide suivante, que les projets qui ont purement une dimension logicielle sont exclus. Et les 2 prochaines relèves sont donc le 13 février et le 5 juin 2025, à chaque fois à midi, heure de Paris. Et celle du 5 juin devrait être la dernière. Donc, il reste encore un peu de temps pour candidater, mais voilà, le temps n'est pas non plus infini. Et donc, cette AAP vise à soutenir des projets qui sont innovants, d'envergure significative et d'excellence. Collaboratif ou non, comme Catherine l'a dit, effectivement, les projets collaboratifs sont toujours les bienvenus et sont même encouragés. En revanche, il faut qu'il n'y ait pas plus de 6 partenaires dans le consortium. Après, si vous voulez faire un projet avec plus de 6 personnes, vous pouvez mettre les personnes, les acteurs qui dépassent le nombre de 6 plutôt en tant qu'associés ou autres. L'idée, en fait, c'est de dire que plus les consortia sont grands, plus c'est compliqué, plus voilà, les questions de partage de la propriété intellectuelle, de gestion des lots, etc., deviennent compliquées et donc peuvent mettre en péril la bonne réussite du projet. Évidemment, ces projets doivent permettre la création de valeur à l'échelle française et l'émergence de leadership technologique et industriel. Donc, on est vraiment sur une question d'innovation, de rupture, et les projets doivent être d'une durée maximale de 36 mois. Donc, c'est pour ça que ce que je vous disais tout à l'heure, il est difficile, évidemment, en 36 mois de passer d'un TRL 4 à 9, d'où le critère plutôt de passer de 2 à 3 TRL supérieurs. Et donc, ces projets peuvent être portés par des entités, entreprises, labos, autres, quelle que soit leur taille, leur forme juridique, leur mode de gouvernance ou leur financement. On a évidemment, comme la doctrine France 2030 le veut, une attention particulière pour les acteurs émergents, donc les acteurs plutôt récents sur le marché. Et il faut qu'ils présentent une composante matérielle innovante. Et on insiste bien sur le côté matériel pour rejoindre ce que je vous disais précédemment, qui est que les projets avec une dimension uniquement logicielle sont exclus. Et donc, on visera à financer les investissements matériels de recherche et de développement de logiciels et d'équipements de production qui sont nécessaires au déploiement et au développement d'une offre de robots et machines intelligentes. Donc, on peut évidemment subventionner des dépenses de logiciels, il faut juste qu'il n'y ait pas que ça. Et l'assiette du projet doit être d'un montant supérieur à 1 million d'euros pour les projets qui sont déposés en monopartenaire et 2 millions d'euros pour les projets collaboratifs. On a volontairement mis un seuil bas pour les projets collaboratifs, enfin plus bas qu'avant, puisque avant l'avenant c'était 4 millions d'euros. Donc on a abaissé ce seuil justement pour encourager les consortiums entre petites entreprises, voilà, pour qu'elles puissent répondre et que l'assiette minimum ne soit pas un frein à cette réponse. Et donc, comme je l'ai déjà dit au moins 3 fois, donc vous allez bien le savoir, les projets avec une dimension uniquement logicielle sont exclus, de même que les projets avec uniquement de la recherche industrielle, mais on peut quand même avoir quand même quelques phases de recherche industrielle et de développement expérimental qui sont préalables à la mise sur le marché. Je veux bien la slide suivante, s'il vous plaît.
Et donc, les critères de sélection qu'on a sur cette AAP, donc tout d'abord, on a évidemment un critère stratégique. Est-ce que ça correspond bien au cahier des charges et à l'ambition qu'on a? Est-ce qu'on a un impact sur la souveraineté en matière hardware? Et est-ce qu'on peut aussi potentiellement l'industrialiser en France? Évidemment, en accord avec la doctrine France 2030, est-ce que ce projet a un caractère innovant? Est-ce qu'il va permettre à la France de disposer d'un avantage concurrentiel durable? Donc là, on parle vraiment du développement et d'industrialisation des nouveaux produits, donc à fort contenu innovant. Vraiment, le sujet, l'enjeu qu'il faut bien retenir, c'est vraiment la rupture, la valeur ajoutée des projets. Et est-ce qu'à travers ce projet, on aura la valorisation de l'acquis technologique? Et est-ce que le projet a bien une stratégie de propriété intellectuelle et de gestion de cette dernière? Ensuite, ça, c'est plutôt dans le cadre des règles européennes et des règles de financement et d'aide d'État. Est-ce que ce projet a bien un caractère incitatif? Effectivement, un projet qui se ferait exactement dans les mêmes conditions en France sans l'apport de cette aide, on ne peut pas l'aider puisque, a priori, on n'a pas besoin. Mais par contre, s'il se faisait moins rapidement ou de manière moins ambitieuse ou s'il risquait d'être réalisé à l'étranger, là, on peut aider. Il y a un vrai caractère incitatif de l'aide. Et évidemment, encore plus si le projet ne pouvait pas se faire sans l'aide. On regarde aussi les impacts économiques et sociaux du projet. Donc, est-ce qu'il y a un peu un effet d'entraînement de filière? Est-ce qu'il y a des créations d'emplois sur le territoire? Est-ce qu'on a pris en compte l'impact social de l'usage du robot en situation opérationnelle? On est évidemment très sensible aux impacts environnementaux. Donc, est-ce que ça contribue au développement durable? Est-ce qu'on a bien pris en compte le cycle de vie du projet? Est-ce qu'on a bien pris en compte la transition énergétique, écologique? Est-ce qu'il est éco-conçu? Est-ce qu'il y a une maîtrise des matières? Ce genre de choses. Et évidemment, on prend aussi en compte le modèle économique et la stratégie d'accès au marché. Est-ce que le modèle économique est solide? Est-ce que le ou les porteurs du projet ont bien la capacité à réaliser le projet, donc que ce soit dans la maturité technologique, mais aussi dans les ressources humaines qu'ils ont à disposition? Est-ce qu'il paraît faisable dans le timing, aussi dans la technique? Ce genre de choses. Voilà, je veux bien la slide suivante, s'il vous plaît. Et donc, ce qui vous intéresse, évidemment, au-delà d'être convaincu de se lancer dans l'aventure, c'est les aides qui sont proposées. Donc, on mobilise plusieurs régimes d'aide, notamment le régime de recherche industrielle, où les entreprises peuvent bénéficier d'une aide représentant jusqu'à 70% des dépenses et 60% pour une moyenne entreprise. Et si on est dans le cadre d'une collaboration effective, c'est-à-dire qu'il y a bien au moins des PME qui sont partenaires dans le projet, où il y a une large diffusion des résultats du projet, ou autre. Enfin, il y a plus de détails. On peut monter jusqu'à 80% et 75%. Et on a aussi le régime de développement expérimental qui, là, peut représenter 45% des dépenses pour une petite entreprise et 35% pour une moyenne entreprise, et qui, pareil, dans le cadre d'une collaboration effective, peut représenter jusqu'à 60 et 50% des coûts. L'ensemble du tri, entre guillemets, des coûts est réalisé par BPI. Donc, c'est une fois que le projet est auditionné, etc., s'il est retenu en instruction approfondie, c'est l'opérateur, donc au cas d'espèce BPI, qui reprend la liste des dépenses et qui, dépense par dépense, trie si ça correspond à une dépense de recherche industrielle, si ça correspond à une dépense de développement expérimental, si ça correspond à une dépense qui est inéligible pour aide, et qui ensuite calcule le montant de l'aide disponible, enfin faisable. Comme l'a dit Catherine tout à l'heure, on a vu que sur la première relève, le taux de financement était à peu près de 55%, sur la deuxième 50%, donc ça vous donne quand même une idée du financement qui est atteignable.
Et après, ce financement, il est divisé sous forme de subvention, donc que l'État donne, et d'avances remboursables. Donc là, c'est plutôt une sorte de prêt. L'entreprise doit ensuite les rembourser selon les conditions définies dans la convention. Donc, généralement, on répartit comme suit 60% de l'aide sous forme de subvention et 40% de l'aide sous forme d'avance remboursable. Néanmoins, il est possible d'avoir des bonus et d'avoir plus de subventions et moins d'avances remboursables, donc plus d'argent voilà, qui est vraiment uniquement pour l'entreprise et qui n'a pas besoin d'être remboursé, si le projet explicite et vraiment quantifie les effets positifs attendus par rapport à la contribution à la transition écologique. Et donc là, il pourra avoir un meilleur taux de subvention. Donc tout ça, il y a une grille d'impact écologique à remplir pour le dépôt de chaque projet. Et si le projet est particulièrement ambitieux et que le porteur ou les porteurs de projet sont capables de justifier cette ambition, on peut voilà, avoir un meilleur taux de subvention. Et également, si les projets les plus ambitieux sur les effets sur leur contribution à la transition écologique pourront avoir un abandon de créance, c'est-à-dire une part en moins à rembourser si les objectifs écologiques sont atteints. Donc, tout ça, c'est très théorique, mais pour vous donner un exemple, lors de la première relève, on a eu un projet qui a eu une assiette de 3 465 000 € qui a été retenu, donc les dépenses éligibles retenues par BPI, et il a reçu en tout 1 879 660 € d'aide en tout, qui étaient répartis comme suit: 1 127 500 € de subventions et 751 600 € d'avance remboursable. Voilà, c'était pour donner un exemple. La slide suivante, s'il vous plaît. Et donc, comme Catherine a pu le mentionner en début de présentation, l'AP robots et machines intelligentes, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, mais plein d'autres opportunités de financement peuvent être explorées. Donc, sur la formation et l'attractivité, l'appel à manifestation d'intérêt, compétences et métiers d'avenir qui réouvrira au printemps. Sur la robotique médicale, il y a une stratégie et un dispositif qui sont en cours de finalisation. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire la veille sur la sortie de ce dispositif. Et évidemment, comme à chaque fois, l'État communiquera sur la sortie du dispositif. Si votre projet ne répond pas aux caractéristiques spécifiques des différents appels à projets, vous pouvez aussi tenter de passer par les appels génériques France 2030. Donc ILAB, IDEMO, Innov et Première Usine, chacun correspond à des niveaux de maturité différents et ont évidemment leur cahier des charges, mais ils n'ont pas des caractéristiques spécifiques sur le type de projet attendu. Par exemple, sur nous, ce qui concerne les trois axes robotiques, plus les 2 axes de convergence qu'on vous a présentés. Vous pouvez évidemment aussi vous rapprocher des services de l'État en région pour voir ce qui est disponible dans le cadre de France 2030 en région. Et s'il y a un côté potentiellement dual ou militaire, vous vous rapprochez de l'Agence d'innovation de défense. Et comme Catherine le mentionnait, la France n'est pas la seule qui s'intéresse à la robotique et à l'aide à la robotique, mais l'Europe aussi. Et donc, on vous invite à regarder aussi ce qui va sortir très bientôt comme nouveaux appels à projets en termes de robotique au niveau d'Horizon Europe et potentiellement de Digital Europe et autres. Voilà. Merci Bettina et merci Catherine. Par contre, je pense que comme l'heure, il reste 15 minutes, donc on va passer aux questions-réponses tout de suite. Et puis vous me laisserez peut-être 3 à 5 minutes pour que je présente Minalogic et comment on accompagne les adhérents sur les appels à projets pour la réponse aux appels à projets. Voilà, donc questions. Si vous avez des questions, c'est le moment. Alors. Marie-Laure.
faut activer votre micro. Alors, une grande entreprise peut-elle candidater seule ou bien doit-elle être au sein d'un consortium avec une petite entreprise ou une PME? Non, pas les grandes entreprises toutes seules. On demande aux grandes entreprises d'entraîner leur écosystème. Oui, excellente question. Voilà. Est-ce que les filiales d'un grand groupe, d'un même grand groupe, peuvent constituer un consortium? Alors, ben non, parce qu'on va les considérer comme grandes entreprises et du coup, pas toutes seules. Toujours pareil, D'accord. pas toutes seules. Grande entreprise, elle entraîne son écosystème. Et puis extérieur, pas juste l'ensemble de ses filiales. Voilà. D'accord. On recatégorise la filiale Oui. d'un grand groupe en grande entreprise. Toujours. D'accord. Désolée pour les grandes entreprises, mais allez, moi j'ai plein de PME et TPE qui seront ravis de travailler avec vous. Donc, il ne faut pas hésiter à nous solliciter et après, on peut vous aider à trouver des partenaires si vous n'y arrivez pas. Voilà. C'est ça, l'idée, c'est vraiment d'encourager une démarche partenariale. Alors, ensuite, on a, est-ce que tous les acteurs doivent être identifiés dès le début ou peuvent-ils être intégrés plus tard dans le projet? Alors non, encore une fois, bon, désolée parce que je n'arrête pas de répondre non, j'aimerais bien dire oui. Oui, ils doivent être tous identifiés au départ. Ça nous arrive qu'il y ait des changements de partenaires en cours de projet ou au moment de l'instruction, etc. Et ça, ça repasse dans le comité de pilotage interministériel. Et c'est une décision qu'on peut prendre d'accepter le changement de partenaire en cours de projet ou pendant l'instruction. Mais on est informé et on redécide. Voilà. Après, vous D'accord. pouvez toujours avoir un travail avec un nouvel acteur en cours de projet, simplement, il ne recevra pas de financement. Voilà. Sauf à ce qu'on décide Mais que voilà, c'est bien OK sûr. de le rajouter. Voilà. Et voilà, en fait, ça dépend vraiment aussi de est-ce que vous voulez que ce partenaire soit financé ou non. S'il n'y a pas besoin qu'il soit financé, vous travaillez avec qui vous voulez. Mais Parce que quand on décide d'un financement, chaque personnalité juridique financée reçoit un courrier de décision du Premier ministre qui dit on est content, on peut t'annoncer que tu seras financé à hauteur de et que tu dois te rapprocher de l'opérateur pour signer un contrat. ouais, chaque entreprise signe le contrat qui lui donne évidemment des droits, le droit à l'aide, mais aussi des obligations, par exemple de reporting ou autre. Donc c'est pour ça qu'il faut bien que tous les participants financés soient bien là dès le début. Ou, comme Catherine le disait, qu'on repasse en instance décisionnelle pour valider. D'accord. Je suis en train de regarder. Il y a une autre question. Je regarde aussi. Peut-on proposer un projet de robot avec une innovation basée sur le logiciel? Oui, bien sûr. Tant que vous avez une dimension matérielle, il y a quand même un peu d'innovation. Forcément, quand vous intégrez du logiciel innovant à une dimension matérielle d'un robot, en général, vous avez quand même aussi une évolution du robot, donc, ou d'une partie matérielle, ne serait-ce que le capteur ou l'actuateur ou quelque chose de matériel. Voilà. Hein. Donc, on va essayer d'être un peu plus souple là-dessus parce que je me rends bien compte que quand sur les stratégies d'intelligence artificielle, les gens de la robotique répondent pas beaucoup, alors qu'on a beaucoup d'appels. Hein. Il y avait les nouveaux usages, par exemple, de l'IA générative, qui est un appel, je pense qu'il est fermé maintenant, mais en tout cas, et on avait très peu de roboticiens qui répondent, alors que là-dessus, toutes les innovations logicielles et purement logicielles pour la robotique étaient complètement désirées même. Voilà, donc on a eu très peu de réponses là-dessus, donc on va essayer d'être un peu plus souple là-dessus. Après, on a un cahier des charges et puis pour respecter notre intégrité et notre neutralité, il faut répondre aux exigences du cahier des charges. Voilà, on regardera si on le modifie encore un coup pour la dernière relève, mais potentiellement.
Ça sera plutôt un nouvel appel qu'on sortira peut-être après le printemps. Voilà. Je ne vois plus d'autres questions. Donc, si vous n'y a pas d'autres questions, vous pouvez encore, pour ceux qui sont... Ah, je crois que j'en ai une. Ah non. Non, non, sinon c'est le moment de poser les dernières parce qu'après, je vais essayer d'aller vite, hein, mais on aura peut-être moins de temps. Non, donc Sinon, il y a je nos vais... coordonnées, hein, il y a nos coordonnées Oui, 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 on vous a sur donné le les dernier coordonnées. slide et n'hésitez pas à nous contacter, soit Bettina, soit moi directement. Alors après, moi en ce moment j'ai 200 emails non lus, donc je vais essayer de me Donc, rattraper là-dessus, mais on essaye d'être accessible. Hein, voilà, Oui, vraiment. oui, et et puis, puis surtout, on se parle très régulièrement, Catherine et moi, donc si vous envoyez à une, vous avez quasiment envoyé à l'autre, finalement. Voilà. de toute façon, vous Donc, aurez le replay de la n'hésitez pas. présentation hein, qui sera disponible pour... Voilà. Donc, si vous voulez bien, je vais enchaîner sur la présentation de Minalogique. Il nous reste 9 minutes, donc je vais aller très vite. Attendez. Voilà, donc qui est Minalogique hein, donc, pour ceux qui participent sans connaître vraiment Minalogique, c'est un pôle de compétitivité de la transformation numérique en, en Auvergne-Rhône-Alpes. Et nous, on a 3 missions complémentaires qui sont animer le réseau d'innovation régionale d'ambition internationale, accompagner les projets d'innovation et valoriser l'expertise technologique de l'écosystème de nos membres et bien au-delà. Minalogic, c'est un cœur deep tech composé de trois gros thèmes, c'est la micro-nanoélectronique, l'optique photonique et les logiciels. Dans ces 3 secteurs, on a énormément d'adhérents. Euh, En micro-nanoélectronique, on doit avoir la majorité des adhérents qui font la micro-nanoélectronique dans le bassin de grenoblois sont nos adhérents. En optique photonique, on a énormément d'adhérents en Grenoble, Saint-Étienne, etc. Et puis logiciel, on a énormément d'adhérents là-dessus. Donc ça, c'est notre cœur deep tech. On a des thématiques transverses sur lesquelles on travaille autour de cela qui sont l'IA, le quantique, la décarbonation, pardon, l'IoT et la cybersécurité. On adresse des marchés, on dirait, qui sont la défense, on a une convention avec la DGA, le New Space et les industries culturelles et créatives. Alors, je vais le préciser quand même si j'ai affaire à un public d'avertis, les industries culturelles et créatives, c'est quoi? C'est tout ce qui est les lunettes de réalité virtuelle, réalité augmentée, tous les studios d'innovation, les jeux numériques sont commencés là. Donc tout ça, ça fait partie des industries culturelles et créatives. Et aujourd'hui, beaucoup de choses qui existaient dans les industries culturelles et créatives sont arrivées dans l'industrie comme les lunettes de réalité augmentée, les jumeaux numériques, parce que dans le jeu vidéo, hein, qui fait partie des industries culturelles et créatives, jeux vidéo, quand, eh ben, il y a pas droit à avoir de la latence, ça doit être fluide, ça doit être hyper rapide, etc. Et donc aujourd'hui, dans l'industrie, on retrouve beaucoup de nouvelles technologies qui sont issues des industries culturelles et créatives. Donc on travaille aussi sur l'industrie culturelle et créative, nous, sur ce marché. Mais sur tous les autres marchés, qui soient le textile, la santé, la mobilité, la chimie, l'environnement, l'agroalimentaire et l'énergie, on va travailler avec d'autres pôles de compétitivité qui sont plus des pôles filières. Je prends Accélera, c'est le pôle de la chimie. Lion Haute Pôle, le pôle de la santé. Ça ne nous empêche pas, nous, d'avoir des adhérents qui sont dans la santé, dans la mobilité ou dans l'énergie et le bâtiment. Mais, si vous voulez, quand on doit faire des interventions, souvent, ces pôles nous appellent pour que nous, on intervienne sur des domaines technologiques ou alors sur des applicatifs que nos adhérents pourraient avoir. Voilà. Ensuite, on est animateur d'un puissant écosystème. Donc, Minalogic aujourd'hui, c'est 450 membres avec 300 entreprises qui sont des PME, ETI et grands comptes et start-up aussi, puisque dans nos adhérents, nous avons des startups composées de 2 personnes et ensuite, pour les citer, des grands noms comme Michelin, ST Microélectronique, Schneider. Et d'ailleurs, ces 3 exemples de grands comptes sont
tous les trois administrateurs minalogiques. Alors, on en a d'autres aussi, on a Atos, on a. Voilà, mais. On a énormément aussi d'entreprises qui sont des PME. Des PME. Alors, ça, c'était pour les entreprises. Pour les organismes de recherche et de formation, on en a 20 en région Auvergne-Rhône-Alpes, mais on va dire que à peu près tous les labos et toutes les écoles d'ingénieurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont adhérents de Minalogic. Sachant que, par exemple, si on regarde, quand je dis on en a 20, mais on va des fois avoir, je ne sais pas, l'INP qui sont adhérents de Minalogic, mais des INP, il y en a beaucoup sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, nous on va en compter qu'un. Voilà. On a 15 banques et investisseurs privés et on a 30 collectivités territoriales, des mairies, la région Auvergne-Rhône-Alpes, voilà, donc qui font partie de nos adhérents. Alors, ça, c'est notre écosystème et ça se traduit comment? C'est-à-dire qu'avec 20 ans, ça fait 20 ans que le pôle existe et voilà, on a passé la barre des 1000 projets labellisés et financés depuis 2005. Donc en 2005, il va y en avoir quelques-uns. Maintenant, on a beaucoup plus par an. Et donc, c'est fait quand même 1,2 milliard de subventions publiques que nos adhérents ont obtenues depuis le début, et 2,9 milliards d'investissements, 15 000 rendez-vous de B2B qualifiés et 1,7 milliard de levée de fonds sur les 5 dernières années. Levée de fonds de la part de nos adhérents. Notre mission, je vais passer très très vite parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, c'est animer, accompagner les projets d'innovation et valoriser. Alors, on anime avec des communautés d'adhérents autour des thématiques phares. On va accompagner des financements, au financement d'innovation, hein, ce qui est surtout le sujet d'aujourd'hui, et on va valoriser les technologies de nos adhérents. Hop, pardon. Nos services, ben, on va avoir des adhérents qui vont souhaiter financer des projets avec des financements publics, l'objet d'aujourd'hui, hein, comme on accompagne, financer des entreprises, on les accompagne aussi sur des financements privés ou levées de fonds, développer du business et puis aussi développer au-delà des frontières on amène nos adhérents sur des salons à l'étranger. On a une très très grosse mission qui amène nos adhérents au CES de Las Vegas, par exemple. Je passe vite. L'accompagnement au projet. Donc, si on avait un appel à projet comme l'appel à projet robots et machines intelligentes d'aujourd'hui, alors, globalement, on identifie des appels à projet, on fait un ciblage sur nos adhérents qui pourraient correspondre aux appels à projet, et ensuite, on les accompagne. Et ben, dans ce cas-là, on essaye, si on a un adhérent qui a une idée ou qui veut monter un projet collaboratif parce qu'il a parce qu'il a une compétence particulière, mais qui ne connaît pas les labos, qui ne connaît pas d'autres entreprises pour lesquelles il pourrait monter un consortium, eh ben, nous, on va lui trouver ces différentes entreprises ou labos pour pouvoir monter des projets collaboratifs. Ensuite, une fois que le projet a été défini, donc on va relire le projet, on ne va pas l'écrire à sa place, mais on va le relire. S'il ne souhaite pas l'écrire, on peut trouver des partenaires qui vont lui l'écrire à sa place. Mais derrière, on relit le projet pour faire en sorte qu'il corresponde le mieux possible à ce qui est demandé dans au cahier des charges. Et ensuite, on va l'aider à soutenir son projet. On va faire des auditions à blanc avant qu'il passe devant BPI ou devant voilà. Et puis ensuite, une fois qu'il est financé, alors on va le labelliser d'abord. On labelliser. Labelliser, c'est un gage. Je vais le voir après. Et après, on va suivre, une fois qu'il est financé, on va suivre le projet avec les différentes réunions de lancement, de suivi de projet et de clôture. Alors, pourquoi un label? Quand vous avez un label, parfois c'est obligatoire. Alors, sur les projets régionaux, c'est parfois obligatoire. Et sur les projets nationaux, c'est pas obligatoire, mais c'est normalement bienvenu. Derrière, il peut y avoir un bonus financier en fonction de l'AAP.
Suivant les appels à projets, des fois, vous avez plus 5% si vous avez été labellisé par un pôle de compétitivité. Ça augmente les chances de financement des projets, hein. Un projet, il y a des chiffres qui donnent qu'on a à peu près 2 fois plus de chances si on a été labellisé par un pôle d'avoir le financement. Alors, ça ne veut pas dire que c'est parce qu'on est bien avec les différentes entités de BPI, c'est juste parce que on a normalement enlevé tout ce qui ferait que vous ne rentrez pas dans l'éligibilité à la première lecture. Voilà. Et ça améliore la crédibilité du projet. Donc, je passe encore plus vite, je vais passer là. C'est juste pour dire le parcours type. On identifie l'appel à projet et on sélectionne les partenaires qui veulent répondre. Ensuite, on fait une revue complète du dossier de pré-dépôt. On labellise. Alors, pas tous, hein, mais on labellise. Et ensuite, vous déposez ça chez BPI, votre dossier. Si vous êtes sélectionné et que vous passez en audition, nous, on va vous préparer à l'audition en faisant des auditions à blanc. Et une fois que vous passez en instruction approfondie par les financeurs, si vous êtes financé, mais derrière, on fait le suivi de l'exécution du projet et c'est retombé avec vous. Et avec, eh bien, si c'est pareil, eh bien, avec la région ou avec BPI, ça dépend des appels à projets. Voilà. Donc là, moi, j'avais donné un exemple un peu chiffré, mais Bettina vous a donné l'exemple exactement. Là, je reprends un petit peu en fonction des différents, si c'est individuel, si c'est collaboratif, pour vous montrer un petit peu que si vous avez un projet à 1 million en individuel, ben, vous pouvez voir entre 360, suivant si vous êtes une petite entreprise ou une grosse entreprise, ben, vous avez des montants de subventions et d'avances remboursables. Et puis là, c'est les contacts séminologiques, hein, auxquels vous pouvez avoir accès en fonction de leurs différentes compétences. De toute façon, vous n'hésitez pas, vous appelez n'importe qui séminologique qui vous mettra en contact avec la bonne personne. Et ensuite, ben voilà, c'est la fin. Là, vous avez nos partenaires publics, nos partenaires privés. Et on vient de terminer avec 32 minutes de retard, j'en suis désolé. Voilà. Ben, j'espère que, en tout cas, je voudrais remercier Catherine Simon et puis Bettina Jeannetto pour leur présentation. C'était très clair à mon sens. Et puis, merci à tous d'être restés jusqu'au bout. Voilà. À Merci. très Donc, bientôt. voilà, n'hésitez pas à nous contacter directement si vous avez encore des questions qui vous viennent après. Et puis, je pense, Vincent, hein, vous partagez la présentation un peu avec, Oui, oui, tout à avec fait. tout le monde. Voilà. Merci à Merci vous. beaucoup. Au Merci à revoir. tous. Bonne fin de journée. Au revoir.